Bonjour à tous, donc on continue les vidéos du rentrée anatomie avec là cette fois le membre inférieur, donc cette vidéo elle sera un peu plus courte que celle sur le membre supérieur, mais pareil, le professeur Bonsard a dit qu'il ferait un cours de 4 heures au cours du semestre sur le membre inférieur, ce sera un approfondissement, et donc c'est très important de vraiment maîtriser les bases sur le cours qu'on va faire maintenant. Juste, on va voir un petit peu moins de choses, on va voir les os, les articulations, les pathologies et la vascularisation. Mais c'est suffisant, vous allez voir, ça va prendre du temps. Donc, on commence tout de suite. Alors, on va commencer par la ceinture pelvienne. Déjà, la définition, c'est les deux os coxaux plus le sacrum, donc os coxaux ici, et le sacrum, donc ça forme le petit bassin. Et donc ça, vous allez le voir en anatomie petit bassin, mais donc il y a deux parties, hein, la supérieure qui est abdominopelvienne et l'inférieur profond, où en fait, voilà, ça va être la cavité pelvienne qui va contenir les organes génitaux, la vessie, le rectum, etc. Ensuite, pour la cuisse, on va parler du fémur, et pour la jambe, donc là vraiment c'est la cuisse et là c'est la jambe. Donc ça, pareil, ce serait une inversion un peu, enfin c'est une inversion, il ne faudrait pas tomber dedans, ce serait bête. Pour les os de la jambe, vous en avez que deux, et c'est le tibia et la fibula. Bon, pareil, là il est un peu parti en freestyle, le PowerPoint, mais c'est pas grave. Et ensuite, voilà, on va étudier le pied. Et on verra qu'il y a aussi beaucoup d'articulations qui vont permettre de relier tout ça, donc coxofémoral, fémoro-patellaire, fémoro-tibial, tibio-taïenne, on en verra plusieurs, et les pathologies qui sont associées. Et aussi, pour finir, on va juste établir maintenant, hein, logiquement, qu'on est bipède, donc le membre inférieur, il est dédié à quoi? À la locomotion, se déplacer. Donc c'est différent de la fonction du membre supérieur qui était la préhension, comme je le rappelle. Ici, c'est vraiment la locomotion. Ok, donc on commence tout de suite par l'os coxal. Ensuite, en fait, on va partir de l'os coxal et on va descendre jusqu'au pied. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'os coxal? Déjà, on va bien différencier la vue exopelvienne, donc celle-ci, de la vue endopelvienne. Donc, la vue exopelvienne, tout simplement, c'est la latérale. Hein. Là, on regarde de l'extérieur l'os coxal droit du sujet. Et là, c'est l'inverse, on regarde plutôt de l'intérieur, c'est la vue médiale. C'est important parce qu'on ne voit pas les mêmes éléments si on se positionne en exopelvien et en endopelvien. Donc déjà, on va tout simplement, le prof dit que cet os coxal, il a une petite forme d'hélice. Pourquoi? Parce que vous avez votre centre qui est ici, et ce centre, c'est le cotyle, et on ne le voit pas en vue médiale. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important. Donc votre centre, j'ai dit que c'était le centre de la surface articulaire avec le fémur, ou peut-être que je l'ai pas dit, mais en tout cas c'est ça. Et donc vous allez avoir la surface semi-lunaire, on dit, autour, qui va être cartilagineuse, et au centre, c'est pas recouvert de cartilage, et ça va être la fosse acétabulaire, la cavité acétabulaire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de cartilage ici. Ensuite, vous avez vos trois pales de l'hélice apparemment, donc l'ilium qui est à pas confondre avec l'ischio qui est plus inférieur, et le pubis. Vraiment, on ne confond pas s'il vous plaît l'ilium et l'ischio parce qu'on fait beaucoup d'inversions sur les deux termes vu qu'ils se ressemblent. Donc ça, on est vraiment vigilant. Ça tombe en examen les pièges sur ça. Donc, on a juste oublié de mentionner maintenant la membrane obturatrice. Donc la membrane obturatrice, on la voit aussi ici. Tout simplement, elle va venir obturer le foramen qui est également dit obturé. Ça aura une importance pour les approfondissements notamment. Et enfin, on a la symphyse pubienne. Alors la symphyse pubienne, on va le voir juste après. En tout cas, c'est ce qui permet de relier le pubis droit et le pubis gauche. Donc c'est important. On va donc décrire un peu plus précisément les os qui composent l'os coxal. Donc c'est là que ne pas confondre l'ilium et l'ischio, c'est important parce que c'est là qu'on va vous piéger, on va vous demander la position des éléments par rapport à d'autres, et là il faut vraiment bien visualiser les schémas dans sa tête. Donc on commence sur une vue latérale, donc vous allez avoir votre ilium déjà d'une part. Alors là vous avez la crête iliaque. La crête iliaque elle est palpable, hein, vous pouvez essayer. Et ce qui est important, c'est que vous allez avoir 4 épines. Vous allez avoir les épines postéro-supérieures, postéro-inférieures, antéro-supérieures et antéro-inférieures. Ça, on les voit sur les deux faces, il n'y a pas de piège. Ensuite, juste en dessous, vous allez avoir la grande incisure sciatique et l'épine sciatique. Donc ça, c'est important de savoir que cette épine, par exemple, est en dessous de celle-là, ou que la grande incisure sciatique est entre l'épine postéro-inférieure
et l'épine sciatique. Ça tombe, donc c'est important. Ici, vous avez le tubercule du moyen fessier, c'est une zone d'insertion musculaire, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important pour aujourd'hui. Et si on descend un petit peu, on voit qu'on retrouve notre surface articulaire. Donc là, je ne vous ai pas menti, il y a la surface semi-lunaire avec le rebord et au centre, la fosse acétabulaire. Rien de nouveau. Ici, toujours votre foramen obturé qui va être obturé par la membrane obturatrice, c'est logique. Et ici, vous avez votre tubérosité ischiatique. Alors là, c'est pareil. C'est important de savoir que la tubérosité ischiatique, elle est beaucoup plus inférieure que vos épines sciatiques, postéro-inférieures, etc. Vous ne pouvez pas confondre tout ça. Si on passe sur la vue médiale, c'est un peu pareil, puisque voilà, vous avez votre crête iliaque, vous avez vos épines qui sont toujours visibles. Ce qui change, c'est que vous avez votre fosse interne, donc là c'est logique, on est en vue médiale, donc une fosse interne, c'est pas trop perturbant. Et surtout, vous allez avoir votre surface articulaire sacro-iliaque. Pourquoi? Parce qu'en vue médiale, rappelez-vous, là vous êtes à l'intérieur de la cavité, donc vous allez avoir votre sacrum qui va se situer ici. Donc ça c'est logique, mais il faut vraiment bien visualiser. Ici, vous allez avoir la ligne arquée, on va expliquer pourquoi c'est important. Et donc là, on retrouve la grande incisure sciatique, et forcément ici, vous avez donc l'épine sciatique. Rien de nouveau, tout ça c'est visible sur les deux vues. Ensuite, donc faites attention parce que ici vous avez votre épine ischiatique, d'accord, et juste en dessous vous avez la petite incisure ischiatique, et après vous retrouvez la tubérosité ischiatique. Donc ça c'est pareil, les positions elles sont importantes à connaître. La petite incisure ischiatique, il faut bien comprendre que c'est pas pareil que la grande incisure sciatique. Elles séparent pas les mêmes éléments, et ça peut tomber en QCM. Donc là il faut être vigilant sur ces points-là. On a juste quelques trucs à définir puisqu'on en avait un petit peu parlé. Donc déjà on a la ligne innominée. La ligne innominée, qu'est-ce que c'est? Ça va séparer le grand bassin du petit bassin. Donc ça vous avez peut-être, je crois que vous le voyez en anatomie petit bassin. Dans tous les cas, je vais vous le retracer avec le pointeur. Ça part du bord supérieur et antérieur du sacrum. Ça descend, ça emprunte la ligne arquée qu'on a vue tout à l'heure jusqu'à la symphyse pubienne, et ça des deux côtés. Donc ça fait un petit peu un cœur. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-dessus de cette ligne nominée, vous allez avoir votre fosse iliaque interne, on l'a vu tout à l'heure, et c'est là où va s'insérer le muscle iliaque. Donc c'est important de se représenter cette ligne. Ensuite, vous allez avoir la surface quadrilatère, donc ça c'est un autre nom pour le fond de l'articulation coxo-fémorale, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le cotyle, la surface semi-lunaire, etc. C'est exactement ça. C'est ce qui va permettre votre articulation coxo-fémorale. Et enfin, ce qu'on voit ici, on n'en voit qu'un, on voit le ligament sacro-iliaque antérieur, mais il faut savoir que vous avez deux articulations sacro-iliaques. Vous avez également votre symphyse pubienne, donc là on voit bien qu'elle relie les deux os du pubis. Et ensuite, vous avez votre coxo-fémoral, hein, on va la voir en détail juste après. Donc pour voir un petit peu plus en détail les articulations et tout ce qu'on vient de dire, on va juste passer vite sur l'articulation sacro-iliaque, donc là on la voit bien, elle est visible qu'en face endopelvienne, faites attention. Elle est plane et elle est peu mobile, parce que c'est normal, si ce truc il commence à être super mobile, vous allez avoir des douleurs sacro-iliaques pas possibles, c'est pas normal, c'est pas bien. Pareil pour la symphyse pubienne, hein, c'est fibrocartilagineux et c'est peu mobile surtout, parce que là vous voyez que le but c'est vraiment de relier les deux os, c'est pas d'apporter du mouvement. Ce qu'on rajoute, c'est les ligaments, donc le sacro-épineux et le sacro-tubéreux. Alors attention, ces ligaments, ils sont visibles sur les faces endo- et exopelviennes, on ne tombe pas dans le piège. Donc je vais faire pareil, je vais vous donner le même exemple que sur la vidéo sur le membre supérieur. Si vous avez un item qui vous dit le ligament sacro-épineux est visible en vue endopelvienne, vous comptez juste. Et si vous avez l'item d'après, c'est le ligament sacro-épineux est visible sur une vue exopelvienne, vous le comptez juste aussi, il ne faut pas que ça vous perturbe, il faut que vous soyez sûr de vous. On doit juste connaître un petit peu la position des ligaments. Donc le sacro-tubéreux il est plus en arrière et il descend plus bas, et le ligament sacro-épineux il est plus en avant. Donc moi je pensais pour le sacro-tubéreux un tubercule, c'est un légume, il est sous le sol, il descend plus bas, il est en retrait. Et pour l'épineux je pensais à une épée. Une épée, quand vous vous battez, vous la mettez devant vous, donc le ligament est en avant. C'est une manière de s'en rappeler, c'est à prendre ou à laisser. On passe au fémur, l'os le plus long, avec une diaphyse très solide, c'est précisé. On va d'abord étudier la partie proximale. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a la tête fémorale. Donc la tête fémorale, très très important, elle est antéversée plus. Ça veut dire qu'elle est projetée vers l'avant sur une vue latérale.
En dessous de cette tête, vous avez votre col, donc c'est en anatomie comme ça qu'on décrit un rétrécissement, donc en rose là, et c'est un lieu de fracture important, hein, la fracture du col du fémur. On va également voir, comme pour l'humérus, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez des petites et grandes tubérosités. Donc là, on voit le petit trochanter, c'est la même chose. Et ici, je vous ai mis le grand trochanter. Ils sont visibles sur les deux faces, donc il n'y a pas de souci. Alors, donc, on va avoir notre ligne âpre aussi en postérieur, si on descend un petit peu. La ligne âpre, elle est importante parce que ça va être une zone d'insertion des muscles de la cuisse. Également, on voit qu'en distalité, elle va venir se séparer en deux colonnes médiales et latérales, c'est à savoir. Et ensuite, quand on arrive un peu plus bas, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve des condyles, donc ça on l'avait défini dans les membres supérieurs, ce sont des surfaces articulaires, et là, les condyles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les voit bien en postérieur, et ils vont se réunir en antérieur pour s'articuler avec la patella. La patella, on le verra, c'est la rotule. Entre les deux condyles, vous avez toujours l'échancrure intercondylaire, et l'échancrure intercondylaire, c'est là où s'insèrent les ligaments croisés, donc c'est important. Si on passe sur une vue antérieure, on voit qu'on a toujours nos épicondyles, hein, ça va avec, les médiales et latérales. On a une espèce de petite trochlée, et aussi, ici on ne le voit pas très bien, mais vous avez le tubercule d'insertion des adducteurs. Alors le tubercule d'insertion des adducteurs, en fait, imaginez que vous allez avoir des muscles qui vont venir tous s'insérer ici, en dedans, hein, plutôt au niveau médial, du coup par rapport à la cuisse, et en fait ils vont laisser un petit trou juste ici, entre l'os et le muscle, et par là va passer le pédicule fémoral, il va passer en postérieur du genou, et ça va former le pédicule poplité, mais ça, on va le voir. On a encore quelques petits points à préciser avant de passer aux pathologies. Donc là, on va vraiment faire un zoom sur l'articulation coxo-fémorale. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir au niveau de l'articulation coxo-fémorale? Donc comme je l'ai dit, ça va recevoir la tête fémorale, et ça, c'est les 2/3 d'une sphère. Et également, vous allez avoir ici un labrum, donc c'est une structure fibrocartilagineuse qui va permettre d'augmenter la congruence, hein, donc le bon emboîtement de la tête fémorale avec le cotyle. Et oui, voilà, imaginez que ça fait vraiment un moule qui reçoit parfaitement la tête fémorale. Donc sachez juste que l'articulation coxo-fémorale, elle est beaucoup plus stable que celle de l'épaule par exemple, parce que vous allez avoir des ligaments solides. Donc là je vous en ai mis quelques-uns, le ligament rond de la tête du fémur, le ligament acétabulaire transverse, le ligament ischio-fémoral, qui vont être, donc là vous avez également le pubofémoral et l'iliofémoral. Vous voyez que vous avez une sacrée capsule articulaire, et aussi ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez des masses musculaires en avant et en arrière de l'articulation qui vont permettre de bien maintenir tout ça. Au niveau des fractures, on va le voir, mais là, en fait, ce qui va être important, ça va être de différencier les intracapsulaires, donc, et ensuite les extracapsulaires, qui vont être dites paires trochantériennes, et celles-là, elles vont vraiment représenter 60% des fractures. En tout cas, n'oubliez pas ce qu'ils disent dans le cours, vous avez un ligament en arrière, l'ischio-fémoral, qui va bien renforcer tout ça, et en avant, vous en avez plusieurs, vous avez le pubofémoral, l'iliofémoral, et n'oubliez pas l'acétabulaire transverse également. Mais voilà, le plus important, c'est de retenir que cette articulation, elle est vraiment solide, et beaucoup plus à titre de comparaison que celle de l'épaule. Donc justement, en patho, hein, c'est exactement ce que je viens de vous dire, vous allez avoir les fractures que je vous montre ici. Donc la cervicale vraie, qui est intracapsulaire, celle-là, imaginez les ligaments autour et tout. Ensuite, la paire trochantérienne, qui est beaucoup plus fréquente, puisque c'est dans 60% des cas, et qui est extracapsulaire. Donc ça, là, les inversions sont très fréquentes sur ces deux points. Et vous pouvez également avoir bien sûr des fractures sous-trochantériennes, hein. Bon, la 4 on ne l'a pas, mais voilà, dites-vous que vous avez plusieurs lieux de fracture, mais que la plus fréquente, elle est extracapsulaire, 60% des cas, et c'est la paire trochantérienne. Vous pouvez également avoir des luxations, donc ça c'est assez rare, et surtout le problème c'est que vous allez avoir un risque de nécrose de la tête, puisque le ligament de la tête fémorale, hein, qui va s'insérer sur la tête fémorale, va également vasculariser. Donc le risque de nécrose est à retenir. Aussi, ici, donc là je vous ai mis une petite image d'arthrose, donc on voit parce que c'est opaque, il n'y a plus d'espace noir, etc., c'est moche par rapport à ici déjà, et donc ça a un petit nom pour l'articulation coxo-fémorale, c'est coxarthrose, donc ça va, on retient, c'est logique, puisqu'on verra que ça aussi on peut faire des inversions entre les différentes arthroses si on est méchant.
continue du coup avec le genou, donc la patella. Je vous avais dit que ça c'était le terme utilisé à la place de rotule. Donc là, on va redéfinir un petit peu le contexte qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Je vous ai remis les éléments. Donc on a bien l'épicondyle latéral, on est en vue antérieure. Hein. L'épicondyle médial ici. Là, en arrière, vous avez la trochlée, puisque c'est ce qui va recevoir la patella. Vous avez votre tubercule des adducteurs qui reçoit les adducteurs d'en haut. Et vous avez vos condyles, hein, donc les condyles qui s'étaient réunis en avant pour s'articuler avec la patella, les champignons intercondylaires avec les ligaments croisés, et on rajoute un petit peu ce qui est en dessous maintenant. Donc on a le plateau tibial, hein, donc là tout ça c'est le tibia, ici c'est la fibula, on ne confond pas les deux, mais encore une fois il y a deux os comme pour le membre supérieur en distalité. Et ici, vous allez avoir la tubérosité du tibia et la crête. Ensuite, ça va se prolonger par la crête tibiale. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la patella? La patella, c'est un os sésamoïde constant. On va pouvoir former avec ça notre appareil extenseur du genou. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, pensez à votre muscle quadriceps. Il va venir s'insérer sur le... En fait, les fibres vont venir se rejoindre sur le bord supérieur de la scapula et il va y avoir un tendon qui va s'allonger jusqu'à la tubérosité tibiale. Donc en fait, quand vous contractez votre quadriceps, vous allez faire une extension de la jambe. Donc en fait, vous allez avoir votre axe fémoral aligné avec votre axe tibial. C'est pour ça qu'on parle d'appareil extenseur du genou. C'est ce qui va permettre d'être debout, d'avoir un axe tout simplement de mise en charge. Donc on va un petit peu décrire plus en détail l'articulation du genou. Ça c'est très important parce que l'année dernière c'était globalement sur ça qu'on avait eu notre approfondissement sur le membre inférieur. Donc là, ce que je vous dis, vous retenez plus. C'est hyper important. Déjà on va commencer avec ce qu'on vient de voir, l'articulation fémoro-patellaire entre la trochlée et la patella entre autres. Donc cette articulation elle est ginguimo-trochléenne. Déjà vous avez une trochlée donc vous pouvez vous en rappeler. Où est-ce qu'on avait vu ça sur le membre supérieur? On l'avait vu entre l'ulna et l'humérus, et si on se souvient bien, il y avait un seul degré de liberté, on pouvait faire que de la flexion-extension, puisque c'était un peu une forme bizarre. Bon, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir deux articulations fémorotibiales, latérales et médiales. Alors comment ça, et pourquoi surtout on dit qu'elles sont ellipsoïdes bicondyliennes? C'est un peu barbare comme terme, mais je vais vous expliquer. En tout cas, ce qu'il faut savoir juste, c'est que c'est peu congruent, d'accord, ça va, c'est pas ouf. Donc ici, vous êtes sur votre plateau tibial et vous allez avoir ce qu'on appelle des ménisques. Donc vous avez le ménisque interne qui est ici et le ménisque externe qui est juste ici. Ça va recevoir les condyles du fémur. Et c'est pour ça qu'on va dire que c'est peu congruent et surtout que ce sont des ellipsoïdes bicondyliennes, hein, c'est pas assez sphérique pour être sphéroïde, donc c'est ellipsoïde. Le mémo qui avait été donné par le professeur Baquet qui nous avait fait le cours en présentiel l'année dernière pour retenir que le ménisque interne il était en forme de C et que le ménisque externe il était en forme de O, c'était Citroën. Bon, c'est le mémo du prof donc je vous l'ai mis. En tout cas, ce qu'il faut, là, faites attention, la vue, il faut vraiment bien la comprendre. L'avant est ici et là vous êtes à droite, donc là vous êtes bien en latéral et là vous êtes bien en médial. On fait attention quand on visualise ces schémas. Alors là, la diapo fait un peu peur, vous la reprendrez au calme chez vous, mais tout ce que je voulais vous faire visualiser en fait, c'était les ligaments collatéraux et les ligaments croisés ici. Donc là c'est en anglais, je suis pas très sympa, j'ai pas trouvé mieux, mais je vais vous décrire. Donc déjà, on va commencer par les ligaments croisés. Alors là, vous avez le ligament croisé antérieur et là vous avez le ligament croisé postérieur. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les insertions de ces ligaments? Alors nous, l'année dernière, c'était vraiment tombé sur ça, l'approfondissement, donc j'insiste, il faut bien maîtriser. Le ligament croisé antérieur, vous voyez qu'il va s'insérer sur la partie antérieure de l'espace intercondylaire, et il va se diriger en arrière, donc là on le voit bien, et il va rejoindre la face, attention, médiale du condyle latéral du fémur. Il ne faut pas confondre, il faut que ce soit bien clair dans votre tête. Pour le ligament croisé postérieur, là c'est l'inverse, il va venir s'insérer sur la partie postérieure de l'espace intercondylaire au niveau tibial et ensuite sur l'espace, la partie latérale du condyle médial du fémur. Donc ça c'est un peu compliqué au début, mais vraiment il faut que vous ayez la visualisation du truc en tête. Moi je traçais tout simplement un V en commençant par le ligament, par la gauche, du coup par le ligament croisé antérieur, et du coup j'avais un petit peu le mouvement en tête.
Et également, vous avez donc deux ligaments ici, hein, le ligament collatéral latéral et le collatéral médial. Donc c'est un peu trompeur, mais c'est pas grave. Et tout ce qu'il faut savoir, c'est que celui-là, il va venir s'insérer sur la tête fibulaire, donc on fait attention, en latéral. Et celui-là, pas du tout, hein, sur le condyle médial du tibia. Aussi, ce qu'on peut rajouter, pour que vous compreniez bien, c'est que les ligaments croisés antérieurs et collatéral latéral, ils sont un petit peu croisés entre eux aussi. Pourquoi? Parce que, en fait, rappelez-vous, votre fibula est un peu en arrière de votre tibia. Donc, si ici ça s'insère en arrière, ici ça va aller vers l'avant. Alors que lui, on a dit qu'il venait vers l'arrière. Donc, ils sont un tout petit peu croisés entre eux. Et là, c'est pareil de ce côté, mais c'est l'inverse. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les ligaments et c'est tout. Allez, point patho. Donc, on peut avoir des lésions ligamentaires déjà. Donc, ça, c'était notre approfondissement de l'année dernière pour mon année. C'est ce qui était tombé. On avait bien étudié la déchirure des ligaments croisés. Ça pourrait être le cas cette année. Donc, juste, il faut se préparer. Il ne faut pas être surpris si ça arrive en approfondissement. Vous pouvez également avoir des fractures, donc là on voit une fracture de la patella par exemple, et vous pouvez avoir de l'arthrose. Alors la photo elle est géniale parce qu'on voit bien la différence entre là où c'est normal, il y a un espace conservé noir, et là où il n'y a plus d'espace, c'est opaque, c'est blanc. Là vous avez de l'arthrose, et donc l'arthrose du genou, ça s'appelle la gonarthrose. Bon, c'est pas trop piégeux, ça commence par un G aussi on va dire. Juste il faut retenir, encore une fois on peut faire des inversions pas très sympas sur ça, mais sinon c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le point patho. Bon, allez, on passe au squelette jambier. Ça, c'est une assez grosse partie, puisqu'il y a plein de trucs à dire, mais on va le faire. Donc déjà, la première chose qu'on remarque, c'est que le tibia, il est quand même vachement massif par rapport à la fibula, et en fait, il est juste décrit comme tel. C'est un os massif, c'est l'axe principal de la jambe, et justement, le prof dit que la fibula, n'a pas trop d'intérêt à côté le, le statut debout. Elle sert pas à grand chose, elle est un peu là en mode déco, mais bon, tant pis pour elle. Hein. Si on décrit un petit peu l'os, donc on voit qu'il y a une tête, un col, avec une styloïde. Faites attention, dans l'avant-bras, les styloïdes, elles étaient en distalité. Là, elle est proximale, donc on n'inverse pas. Et vous avez les incisures tibiales supérieures et inférieures qui vont permettre de s'articuler avec le tibia. Et aussi ici, le talus. Voilà. J'ai bugué. Vous pouvez voir en descendant un petit peu ici qu'il y a le nerf fibulaire qui passe. Donc le nerf fibulaire, juste, c'est logique, hein, fibulaire, fibula, il n'y a pas de piège. Et donc là, on va pouvoir passer au tibia. Juste sachez qu'entre les deux, pareil, on fait un parallèle. Vous avez une membrane interosseuse. Et ça, c'est important, on fait un petit parallèle avec le membre supérieur. Si on passe maintenant au tibia, qu'est-ce qu'on va retrouver? Déjà, des trucs dont on a déjà parlé, donc la tubérosité antérieure et la crête tibiale, donc on ne va pas redétailler. En distalité, vous allez voir une surface talienne et la malléole médiale, c'est logique, hein, le tibia est plus médial que la fibula, et la surface talienne, pareil, ça va former une articulation avec le talus du pied. Au niveau proximal maintenant, on va avoir toujours nos condyles. Donc le condyle latéral, sachez juste qu'il est convexe, ça c'est important, et le condyle médial, forcément si lui il est convexe, lui il va être concave, sinon ce serait pas drôle. Comment on retient que celui-là il est convexe? Rappelez-vous qu'en fait, votre petite fibula, elle va s'insérer en postérieur à ce niveau-là, donc au niveau du condyle latéral. Donc moi en fait je m'imaginais qu'en postérieur, elle venait pousser le condyle, et que du coup ça allait bomber en antérieur, enfin, par exemple c'était comme ça que je me rappelais, donc c'est comme ça que je me souvenais que c'était convexe ici et que en médial c'était concave. C'est une manière de retenir ou pas. Ici vous allez avoir ça aussi on ne le voit pas trop mais il faut le connaître, il y a des tubercules intercondylaires, ça c'est important pour le positionnement des ligaments croisés également. Et enfin, il y a juste un truc qu'on n'a pas précisé, c'est la ligne d'insertion du muscle solaire. Le muscle solaire, c'est un muscle du mollet. Si vous avez un gros doute le jour de l'examen, juste vous touchez votre jambe et vous voyez bien qu'en intérieur, vous allez sentir de suite votre tibia, alors que derrière, vous allez avoir vraiment votre loge postérieure avec tous vos muscles du mollet. Mais bon, donc ça, c'est pas trop un piège, il y a des manières assez rapides de s'en souvenir. En tout cas, voilà, retenez que vous avez votre muscle solaire, ça c'est important. On passe au squelette du pied. Donc là, c'est la dernière étude de squelette qu'on va faire. Hein. Alors, on va l'étudier en vue supérieure, en vue donc la partie dorsale du pied, là, pour le coup.
Ici en vue inférieure, on va juste s'intéresser à l'hallux, donc c'est le gros orteil du pied, on va dire. Juste parce que, on va le faire maintenant, il faut savoir qu'il a 2 os sésamoïdes. Alors fun fact, ils font partie des plus petits du corps, et ils sont situés juste en dessous, comme vous pouvez le voir, sur le métatarse. Donc ça, on sait jamais, si le prof se chauffe, ça pourrait tomber, pourquoi pas. En vue supérieure, on a différents os qui sont à retenir. Donc vous avez le calcaneus qui est là, et au-dessus vous avez le talus. On va le voir juste après. Ici le cuboïde, ici le naviculaire, et là vous avez les 3 os, tout ça c'est les cunéiformes, donc vous avez le latéral, le moyen et le médial. Donc là il y a un petit mémo, c'est cactus et le cube navigue sur les cunéiformes. Bon, c'est à retenir ou pas, comme vous voulez, en tout cas il est pas mal. Et enfin, ça se poursuit par le métatarse. Donc là, c'était un peu comme le métacarpe qu'on avait tout à l'heure. Ici, ce serait l'équivalent du carpe pour la main, pour le coup. Mais essayez pas trop de le voir comme ça. Juste sachez qu'ici, c'est le métatarse. Si ils sont vraiment méchants, ils peuvent faire aussi des inversions métatarse-métacarpe. Parce que s'ils font tout ça, par exemple, s'ils citent des os comme ça qui sont corrects, et ensuite ils finissent avec métacarpe et phalange, vous pouvez lire trop vite et du coup confondre et pas cocher comme il faut. Donc métatarse, et ensuite vous avez vos phalanges. Donc comme d'habitude ici on en a 3, sauf au niveau de la luxe où il n'y en a que 2. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir pour le squelette du pied, il faut apprendre. Ok, donc là on attaque l'articulation cheville plus pied. Donc juste ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une articulation entre 3 os, hein, donc le tibia, la fibula et le talus, qu'on appelle également le dôme astragalien. Donc cette articulation, donc déjà on va avoir la tibio-fibulaire distale, attention, donc c'est entre le talus et la face médiale, faites attention, de la fibula, et vous avez également la tibiotalienne, hein, entre la face inférieure du tibia et le dôme astragalien ou talus. Donc tout ça là c'est une articulation ginglime, donc elle est assez contrainte également, hein. Vous allez notamment avoir un mouvement de flexion-extension, donc flexion dorsale et extension plantaire, mais c'est assez stable puisqu'il y a beaucoup de ligaments qui viennent renforcer tout ça, il y a une capsule articulaire, donc c'est pas mal fait. Les articulations du pied, on en a plein, on a des intratarsiennes, tarso-métatarsiennes, métatarso-pharyngiennes et interpharyngiennes proximales et distales, donc pareil, là on a un sacré système, mais c'est pas vraiment développé dans la Roméo, donc on va en rester là. Allez, point patho, donc qu'est-ce qu'on a? On a les luxations, hein, comme d'habitude, donc perte des rapports osseux, là on voit que ça va pas du tout. Il n'y a plus de rapport entre les os, c'est n'importe quoi. Sinon, vous pouvez avoir des fractures, hein, donc par exemple, vous pouvez avoir une fracture de la malléole interne, fracture de la malléole externe, on les voit ici. Vous pouvez faire des entorses, donc que ce soit latéral ou médial, hein, donc là ça va être surtout au niveau des tendons. Et vous pouvez avoir aussi un truc, le prof en parle un petit peu, c'est la fracture luxation trimalléolaire. Pourquoi? Parce que en fait, les deux vont être associés, là il n'y a plus rien qui va. Sachez que vous avez également en fait une malléole postérieure, donc c'est pour ça que c'est trimalléolaire. Vous avez l'interne, l'externe et donc la postérieure. Et là, c'est ce qui se passe sur cette radio, il n'y a plus rien qui va. Donc là, c'est vraiment un petit peu... c'est pas ouf. Allez, c'est bon, on passe enfin à la vascularisation, ça c'est la partie la plus cool, je trouve. Donc on a le système veineux pour commencer. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas très très compliqué. Il y a la veine fémorale qui va être issue, enfin, qui va donner en fait la veine iliaque externe, et donc vous voyez qu'elle est assez épaisse, et ensuite, plus superficiellement, hein, parce que ça c'est profond, vous allez avoir la veine grande saphène, donc tout ça c'est la grande saphène, et celle-là, elle est à pas confondre avec la petite saphène au niveau de la jambe, et qui est en postérieur de la jambe d'ailleurs. En tout cas, ce qu'on avait dit, c'était que la veine fémorale, elle allait passer par le hiatus des adducteurs. Donc on avait défini ce que c'était. Le hiatus des adducteurs, c'est un petit espace entre les muscles adducteurs et le tubercule des adducteurs sur le fémur. Donc ça va donner en postérieur la veine poplitée, et cette veine poplitée, en superficialité, elle va donner la veine petite saphène. Ici, je ne vous les ai pas représentées, mais vous avez également une tibiale postérieure qui va également donner une veine fibulaire. Donc ici, vous avez vous avez un beau système veineux postérieur au niveau de la jambe, et vous avez une veine tibiale antérieure qui est toute seule. Donc juste ça, essayez de retenir, c'est vraiment important, c'est pas mal, que la veine tibiale postérieure va donner également la fibulaire. Ça va suivre à chaque fois
les os. Donc là c'est dommage, je ne les ai pas représentés, mais je ferai probablement un récap dessus. Alors, on passe au système artériel, donc je suis désolée pour l'état de la diapo, elle a mal subi la conversion. Vous avez les diapos qui sont disponibles sur le centre de téléchargement et qui sont en bien meilleur état. Là, je voulais juste vraiment appuyer le fait qu'il y ait des poux à savoir, mais bon, c'est pas grave. Donc, on a l'iliaque externe qui va donner ici l'artère fémorale et juste là, un peu plus profond, l'artère fémorale profonde. Bon, c'est logique, elle se rapproche du fémur, donc elle est un peu plus profonde que l'autre. Ce qui est important à ce niveau-là, c'est de savoir qu'on peut prendre un pouls fémoral. Donc si vous retenez que vous avez un pouls fémoral ici, vous retenez l'artère fémorale, les deux vont ensemble. Si on descend un petit peu, là pareil, ça va former le pédicule poplité comme précédemment avec le système veineux, ça passe par le hiatus des adducteurs, et en postérieur au genou, vous allez avoir l'artère poplitée. Et si on descend encore plus, vous avez l'artère tibiale antérieure. Donc en fait, quand j'ai dit que la veine tibiale antérieure était toute seule, c'est pas vrai, elle a la petite tibiale antérieure artérielle. Donc dites-vous que personne n'est seul. Derrière, vous avez les veines tibiales postérieures et fibulaires, et devant, vous avez les artères et les veines tibiales antérieures. Comme ça, personne n'est seul, c'est pas mal. Ça descend jusqu'ici, plutôt au niveau médial, au début du pied, et on a le pouls pédieux, pédieux pour pied, il n'y a pas de piège. Ici, ce que j'ai essayé de dire, c'est que vous allez avoir d'abord l'artère qui est plus médiale que la veine. La veine va passer ici, il faut l'imaginer. Du coup, en fait, essayez de retenir juste AV. C'est un peu bizarre, mais essayez de retenir que voilà, l'artère est plus médiale que la veine poplitée. Et globalement, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur le système artériel pour l'instant. Allez, dernière petite diapo sur l'anatomie fonctionnelle du membre inférieur. Donc, c'est ce qu'on a dit au début, l'homme il est en position érigée, il est debout, c'est le seul être bipède permanent. Donc, le membre inférieur, il va juste servir à marcher et courir. On a, ce qui est important, un centre de gravité qui va passer donc, par le centre de la tête fémorale. Il reçoit cette gravité de l'articulation sacro-iliaque qui passe ensuite par la ligne nominée vers le cotyle, et du coup ensuite cet axe mécanique va se poursuivre par le centre du genou, puis le centre de la cheville. Donc tout ça, voilà, c'est ce que je viens de dire, ça forme un axe mécanique. Pour ce qui est de la marche, tout ce que le prof dit, c'est que c'est un phénomène qui est dynamique et complexe. Bon, ça, on peut l'imaginer. Ça associe plein de mouvements différents, une flexion de la hanche, du genou, une flexion dorsale de la cheville, mobilisation des différentes articulations. En tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que le bassin a une très 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 bonne stabilité par rapport à ce que disait le prof, par rapport à l'épaule. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur ce point, et on va pouvoir passer au QCM. Donc, comme la dernière fois, on s'arrête avec un petit QCM d'entraînement pour voir comment on répond un petit peu au système, comment on appréhende l'anatomie. Comme la dernière fois, ça va être une présentation en texte, puisque je vous rappelle qu'il n'y a pas de schéma en anatomie, à moins que les profs se chauffent et fassent un truc hyper original. Mais bon, on n'y croit pas trop. Donc, vous allez pouvoir poser, vous avez 1 minute, et surtout, ne paniquez pas, il y a la réponse E, toutes les réponses sont fausses, ça c'est toujours la même chose, ça ne change pas. Et après, on fait la correction. Bon, j'espère que vous avez mis sur pause, on va tout de suite passer à la correction. Alors, donc là j'ai pas été très sympa, c'était la réponse E, tout est faux, désolée. Alors pourquoi tout est faux? Alors déjà la A, la fosse acétabulaire est visible en vue médiale, donc là c'était entre parenthèses, en plus le piège je suis vraiment pas sympa, permet de recevoir la tête fémorale, donc là c'était pas visible en médiale, la fosse acétabulaire c'est visible en vue latérale, en vue exopelvienne. Donc je vous avais dit vraiment, ça c'est important de ne pas confondre les deux vues exo et endopelvienne, ça tombe beaucoup. L'item B, gonarthrose, désigne l'arthrose de la hanche. Bon là c'était faux, l'arthrose de la hanche c'est coxarthrose, là c'est gonarthrose, c'est pour le genou. Item C, donc le hallux, donc le gros doigt de pied là, présente 2 os sésamoïdes, donc ça c'est correct. En vue supérieure du pied, ben non, là c'était faux, il faut bien avoir la vue en tête, c'est en vue inférieure. Bon, pas grave, vous ferez plus l'erreur. Item D, au niveau de la cuisse, on retrouve la veine fémorale et la veine petite saphène. Du coup c'est faux, la petite saphène elle est en postérieur au niveau de la jambe, celle qui est au niveau de la cuisse qui est superficielle, c'est la grande saphène. Bon pareil, ça pas très sympa, mais ne lisez pas trop vite les items. Donc ça c'était pour un petit QCM, j'espère qu'il vous a pas traumatisé, mais globalement ça va toujours être un petit peu ce genre de piège un peu vicieux,
vous allez avoir des parties qui vont être correctes, donc le hallux, les deux sésamoïdes, ça c'était correct par exemple, et ensuite lisez bien jusqu'à la fin de l'item, soyez attentifs à tous les mots, puisque à chaque fois c'est sur un mot que vous pouvez avoir un item faux, et c'est dommage. Bon, donc on a fini, bravo, ce cours n'est pas non plus évident. En plus là on a un peu moins expliqué pour faire une vidéo moins longue, donc vous aurez l'occasion d'un peu plus bosser vos fiches. Pareil, donc encore une fois je vous dis de bien travailler les bases parce que vous allez avoir un cours de 4 heures en présentiel. Vraiment allez-y, préparez, parce que vous gagnerez que du temps si vous arrivez et que vous comprenez déjà les bases. Je vous rappelle que c'est un approfondissement, hein, c'est pas quelque chose qui va être totalement déconnecté de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite bon courage pour vos révisions et j'espère que votre ES2 va très bien se passer.